Il y a eu ce matin-là comme un décalage. Pas un décalage horaire, non. C'était plus subtil, plus insidieux. J'étais assis à ma table de cuisine, mon café fumant entre les mains, les yeux rivés sur le jardin que le soleil tentait, avec une lenteur inhabituelle, d'éclairer pleinement. La lumière du petit matin, d'habitude si prompte à inonder ma petite pièce orientée est, semblait hésiter. Elle s'étirait, paresseuse, comme si un filtre invisible s'était posé sur le monde, ralentissant la course habituelle des premières lueurs. J'ai mis ça sur le compte d'une nuit agitée, d'un sommeil trop léger. On a tous ces matins où le temps semble se traîner, où l'horloge interne ne colle plus à celle du mur. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas mon horloge interne. Le lendemain, la sensation s'est intensifiée. Le lever du soleil était devenu une symphonie étirée, un crescendo lumineux qui durait bien plus longtemps que ce que ma mémoire, ou du moins mon corps, considérait comme normal. Les ombres des arbres dans mon jardin s'allongeaient, puis se rétractaient avec une mollesse inédite, comme si le monde avait décidé de prendre une profonde inspiration avant d'expirer. J'ai passé la journée à ma fenêtre, incapable de me concentrer sur mon travail. Chaque rayon de lumière, chaque déplacement d'ombre sur l'herbe, tout semblait imprégné d'une sorte de gravité nouvelle, d'une lenteur mesurée. Le soleil ne surgissait plus au-dessus de l'horizon, il montait, avec une majesté presque statique. J'ai commencé à le chronométrer. Au début, c'était un jeu, une curiosité. Je notais l'heure où le premier rayon touchait le mur d'en face, puis celle où le soleil entier se dégageait des cimes des arbres. Les variations étaient minimes, presque indétectables pour l'œil non averti, mais elles étaient là. Quelques secondes de plus, puis une minute, puis deux. Chaque jour ajoutait un peu à cette dilation du temps. La journée ne finissait pas, elle s'étirait. Le crépuscule, d'ordinaire une transition rapide, était devenu une longue descente aux nuances infinies, peignant le ciel de couleurs que je n'avais jamais eu le temps d'apprécier auparavant. Ce n'était pas seulement le soleil, c'était l'air, le silence. Le monde entier semblait se retenir. Les bruits de la ville, habituellement un lointain murmure, s'estompaient parfois dans un calme si profond que j'entendais le froissement des feuilles dans le vent ou le battement de mes propres tempes. Les oiseaux, qui d'habitude s'agitaient en un concert frénétique à l'aube, semblaient hésiter, leurs chants plus espacés, comme s'ils attendaient un signal qui tardait à venir. Mes nuits sont devenues étranges. Le sommeil, qui était mon refuge habituel, s'est transformé en une succession d'états intermédiaires. Je me réveillais au milieu de ce qui me semblait être la nuit, mais une nuit trop longue, trop immobile. Le ciel nocturne, d'habitude un tapis d'étoiles en mouvement lent, paraissait figé, les constellations ancrées à des positions qui ne changeaient pas, ou si peu. J'avais l'impression d'être un insecte pris dans l'ambre, le monde autour de moi ralenti à un point où le mouvement devenait presque imperceptible. J'ai essayé de parler de ça. À ma voisine, Madame Dubois, quand je suis allé chercher mon courrier. « Vous n'avez pas l'impression que les jours sont plus longs en ce moment ?» lui ai-je demandé, tentant de paraître désinvolte. Elle a ri. « Oh, vous savez, à mon âge, les jours passent trop vite, mon cher. On n'a pas le temps de voir le soleil se lever ou se coucher. » Son regard était empreint de cette bienveillance que l'on accorde aux excentriques. J'ai souri, j'ai acquiescé, mais le doute s'est ancré plus profondément en moi. Étais-je le seul à le percevoir? Étais-je en train de glisser, doucement, vers une forme de folie silencieuse? Je me suis enfermé dans mon observatoire personnel, mon bureau. J'ai ressorti des vieilles cartes stellaires, des applications de suivi solaire. J'ai comparé, recalculé. Les chiffres ne mentaient pas. Les heures de lever et de coucher du soleil, telles que prédites par les algorithmes, ne correspondaient plus tout à fait à la réalité que j'observais. L'écart était infime au début, quelques secondes, puis des minutes. La Terre ne tournait plus à la même vitesse, elle ralentissait. C'était une pensée monstrueuse, absurde, et pourtant, chaque fibre de mon être me criait que c'était la vérité. Ce n'était pas un ralentissement soudain, brutal, qui aurait tout projeté dans le chaos. Non, c'était une décélération douce, progressive, comme un géant qui, au lieu de s'arrêter d'un coup, déciderait de marcher au ralenti, de plus en plus lentement, jusqu'à l'immobilité. C'était le genre de changement qui s'insinuait, qui vous rongeait de l'intérieur avant même que vous ne puissiez mettre des mots dessus. Les journaux télévisés n'en parlaient pas. Les radios diffusaient toujours les mêmes informations sur la politique, l'économie, les faits divers. Personne ne semblait remarquer que le soleil restait plus longtemps à l'horizon, que l'obscurité tardait à venir, ou que le matin s'étirait en une aube sans fin.
Étaient-ils tous aveugles? Ou avais-je développé une sensibilité particulière à ce qui était, peut-être, le plus grand événement de l'histoire de l'humanité? Je me sentais seul, incroyablement seul, avec cette connaissance qui me brûlait l'esprit. Chaque jour était une expérience, une vérification de ma propre santé mentale et de la réalité du monde. Je me postais à la fenêtre, une tasse de thé froid à mes côtés, et je regardais le soleil. Je le regardais glisser, majestueux et lent, à travers l'azur. Il ne s'éloignait pas, il ne se rapprochait pas, il traînait. Et à chaque heure qui passait, l'idée s'ancrait plus profondément. La Terre était en train de s'arrêter. Pas d'un coup, pas avec le fracas que l'on pourrait imaginer, mais avec une sorte de dignité silencieuse, une inertie colossale qui se manifestait par un étirement du temps, une dilution de la rotation. Les premiers vrais signes, au-delà de mes observations personnelles, sont apparus dans les journées les plus banales. Les horaires des transports en commun ont commencé à dérailler. Pas de manière chaotique, mais avec une latence subtile. Un train qui arrivait avec 5 minutes de retard, puis 10, puis un quart d'heure. Les conducteurs, les contrôleurs haussaient les épaules, parlaient de problèmes techniques, de retards imprévus. Mais il n'y avait pas de neige, pas de grève, pas de panne majeure. Juste une sorte de frottement invisible qui ralentissait tout. Les rendez-vous devenaient des approximations. Les journées de travail s'allongeaient, non pas à cause d'une charge accrue, mais parce que le temps lui-même s'était étiré. On commençait une tâche à 9 heures et quand on levait les yeux, il était déjà 1 heure de l'après-midi. Mais le soleil était à peine plus haut qu'il ne l'aurait été à 11 heures. Les gens ont commencé à ressentir une fatigue étrange, une lassitude qui ne venait pas du manque de sommeil, mais d'une désynchronisation profonde. Nos corps, habitués à un cycle de 24 heures inscrit dans nos gènes depuis des millénaires, luttaient contre cette nouvelle temporalité. Les insomnies sont devenues monnaie courante. Les conversations tournaient autour de ces nuits sans fin, de ces journées qui ne voulaient plus se terminer. Mais personne ne faisait le lien avec la rotation terrestre. On parlait de stress collectif, d'une épidémie de burn-out, de l'impact des écrans. Moi, je savais. Je savais que le grand mécanisme s'enrayait. Et cette connaissance, elle était à la fois un fardeau et une porte ouverte sur une nouvelle façon de voir le monde. Chaque instant devenait précieux, étiré, offrant des perspectives inédites. La lumière du soleil, qui autrefois était une donnée, une évidence, était maintenant une présence, une force que l'on pouvait presque sentir ralentir, respirer. Le monde ne s'arrêtait pas dans un fracas apocalyptique. Il s'immobilisait dans un murmure, une lenteur élégante et terrifiante. Et je me demandais ce que cette lenteur allait nous révéler, une fois que nous aurions tous cessé de courir. Le grand mystère demeurait. Pourquoi la Terre ralentissait-elle? Et que révélerait cette nouvelle temporalité à l'humanité une fois que le mouvement aurait cessé? Chaque matin, le soleil ne se contentait plus de monter. Il s'extirpait du linceul de l'horizon, une naissance interminable. Sa lumière, jadis prompte et décidée, s'étalait désormais comme de la mélasse dorée sur le jardin, les ombres s'allongeant et se rétractant avec une paresse nouvelle. Ce n'était plus un lever de soleil, mais une lente épiphanie, 1 heure et demie d'un crescendo lumineux qui transformait le monde en une toile vivante, peinte avec une patience infinie. Les oranges et les roses s'attardaient, se fondaient en ambre, puis en un bleu pâle qui semblait retenir son souffle avant de céder au blanc laiteux du jour. J'avais commencé à chronométrer non seulement la durée du jour et de la nuit, mais aussi des phénomènes plus subtils. Le temps que mettait une goutte d'eau à tomber d'un robinet entrouvert, le froissement d'une feuille portée par une brise légère, le battement des ailes d'un papillon. Tout, absolument tout, semblait avoir acquis une mollesse inédite, une dignité ralentie. Le monde entier était devenu un film au ralenti, mais un film dont j'étais le seul spectateur à en percevoir l'étrange cadence. Les jours s'étiraient, les nuits aussi. Une journée de 24 heures était devenue une relique du passé. 26, puis 28, puis 30 heures. Bientôt, nous approchions des 32 heures. La montre à mon poignet, ce petit tyran mécanique, était devenue une blague cruelle. Elle continuait son tic-tac frénétique, indifférente à la dilation du temps cosmique. J'avais fini par la retirer, la posant sur ma table de chevet, un monument absurde à une ère révolue. L'impact sur la vie quotidienne était de plus en plus palpable, même pour ceux qui refusaient d'en comprendre la cause. Les horaires de travail étaient devenus un chaos, les rendez-vous étaient manqués, les livraisons en retard. Les gens se sentaient constamment décalés,
comme des voyageurs perpétuels souffrant d'un jet-lag global. La fatigue généralisée s'était muée en une léthargie chronique, une sorte d'hébétude collective. Les médecins prescrivaient des somnifères, des anxiolytiques, des vitamines, attribuant tous ces maux à la pandémie du stress moderne, aux effets des écrans ou à une fatigue printanière persistante. Personne ne semblait faire le lien. Personne, à part moi, ne levait les yeux vers le soleil qui rampait ou vers les étoiles qui figeaient leur danse. J'ai essayé de chercher des réponses, de trouver une explication à ce phénomène monstrueux. J'ai dévoré des livres d'astronomie, de physique, de cosmologie. J'ai passé des heures sur des forums scientifiques, des blogs obscurs, des sites de théorie du complot. J'y ai trouvé des voix isolées, des murmures lointains qui résonnaient avec ma propre angoisse. Des astronomes amateurs qui signalaient des anomalies dans les trajectoires des planètes, des passionnés d'horlogerie qui se plaignaient d'une désynchronisation du temps universel, des poètes qui parlaient d'une respiration plus lente du monde. Mais ces voix étaient noyées sous un déluge de sarcasme, de rationalisation hâtive ou d'indifférence. La masse préférait l'explication rassurante, même absurde, à la vérité terrifiante. Ma solitude s'épaississait, devenant une enveloppe palpable. Je me sentais comme un prophète muet, un oracle dont les mots étaient inaudibles. Le monde continuait sa mascarade de normalité, tandis que sous la surface, son cœur même battait au ralenti. Les nuits, autrefois rapides, étaient devenues des étendues veloutées, des gouffres d'encre où les constellations s'immobilisaient avec une majesté statique. Elles ne défilaient plus, elles posaient, comme des modèles célestes pour un peintre éternel. J'ai passé des heures, des nuits entières, dans mon jardin, les yeux rivés sur le tapis d'étoiles. J'y ai cherché des signes, des motifs, une explication à ce grand enrayage. Est-ce une force externe qui nous freinait? L'attraction d'un corps céleste invisible? Une modification des lois fondamentales de l'univers? Ou bien, et cette pensée me glaçait plus que tout autre, était-ce une décision intrinsèque de la Terre elle-même, une sorte de suicide lent, une retraite silencieuse du grand ballet cosmique? La question du pourquoi était une épine constante dans mon esprit, mais celle du que révélera cette nouvelle temporalité commençait à prendre le dessus. À mesure que le temps s'étirait, les nuances du monde se révélaient avec une intensité inédite. Les couleurs des levers et couchers de soleil n'étaient pas seulement plus longues, elles étaient plus riches, plus profondes, comme si l'œil avait enfin le temps de les absorber dans toute leur complexité. Le chant des oiseaux, autrefois un bref éclat de mélodie, devenait une symphonie étirée, chaque note se déployant avec une clarté insoupçonnée. Le froissement des feuilles, le murmure du vent, le lointain bourdonnement de la ville, tout était amplifié, détaillé, comme si le monde entier se penchait pour me confier ses secrets, un par un, avec une lenteur solennelle. Et les rêves, oh les rêves, ils étaient devenus des odyssées nocturnes, des épopées sans fin. Je me réveillais épuisé, non pas de fatigue, mais de l'intensité de ces voyages oniriques qui semblaient durer des jours entiers. Les souvenirs s'y mêlaient aux anticipations, les peurs aux désirs, dans un tissu narratif d'une complexité vertigineuse. Était-ce une conséquence de la dilatation du temps, notre esprit essayant de combler le vide des heures éveillées en créant des mondes intérieurs plus vastes et plus riches? Les marées aussi commençaient à se comporter étrangement. Les niveaux d'eau montaient et descendaient avec une lenteur inhabituelle, les plages se révélant et disparaissant sur des périodes de plus en plus longues. Les poissons étaient désorientés, les oiseaux de mer cherchaient leur nourriture à des heures imprévues. L'écosystème entier semblait lutter pour s'adapter à cette horloge cosmique déréglée. Les reportages télévisés montraient des images de plages désertes à marée basse pendant des heures, ou de ports inondés plus longtemps que d'ordinaire. Les experts parlaient de phénomènes climatiques extrêmes, de modifications des courants océaniques, de l'impact de la fonte des glaciers. Toujours les mêmes vieilles rengaines, toujours l'incapacité de voir l'éléphant dans la pièce, l'immense et silencieux éléphant qui nous portait tous. J'ai essayé de me connecter avec d'autres. J'ai posté des messages anonymes sur des forums, des questions voilées sur des réseaux sociaux. J'ai parlé de la sensation étrange que le temps s'allonge, de l'impression que le soleil monte trop lentement. Les réponses étaient invariablement les mêmes. Vous devriez consulter un médecin. C'est le stress, prenez des vacances. Trop d'écran, passez plus de temps dehors. Quelques-uns, rares, partageaient une sensation similaire, mais l'attribuaient à des problèmes personnels, à une dépression latente, à une perception subjective. Personne n'osait envisager l'impensable, l'inconcevable, que ce n'était pas nous qui étions malades, mais le monde lui-même.
Je me suis surpris à ressentir une étrange dualité. D'un côté, la terreur glaciale de la catastrophe imminente, l'angoisse de ce que deviendrait la Terre une fois son mouvement entièrement stoppé, les océans se déversant, l'atmosphère s'échappant, la vie s'éteignant. De l'autre, une fascination morbide, une curiosité presque scientifique pour les phénomènes que je percevais. C'était comme être le seul témoin d'une expérience cosmique sans précédent, un observateur privilégié d'une mutation planétaire. Le monde mourait, oui, mais il mourait avec une élégance terrifiante, une lenteur presque poétique. Les ombres en particulier étaient devenues mes compagnes. Elles s'étiraient, se déformaient, puis se raccourcissaient avec une lenteur si exquise qu'elles prenaient une vie propre. Je pouvais les observer changer, millimètre par millimètre, sur les murs de mon salon, sur les pavés de mon jardin. Elles dansaient une danse silencieuse et hypnotique, révélant la lumière sous de nouveaux angles, sculptant le monde d'une manière que je n'avais jamais imaginée. La lumière elle-même, jadis un flux constant, était devenue une entité qui respirait, qui pulsait avec une indolence majestueuse. Je me demandais si cette lenteur n'était pas une forme de cadeau, une dernière chance offerte à l'humanité. Une chance de voir, de ressentir, de comprendre ce que nous avions toujours tenu pour acquis. La frénésie de notre existence moderne, la course effrénée après le temps, tout cela était devenu absurde. Nous étions contraints à l'arrêt, à la contemplation forcée. Mais l'humanité, aveuglée par ses propres illusions de contrôle, semblait incapable de saisir cette opportunité. Elle cherchait des solutions rapides à des symptômes, ignorant la maladie profonde qui rongeait son socle même. Une nuit, alors que la lune, immense et figée, peignait le paysage d'un argent liquide, j'ai eu une pensée étrange. Et si ce ralentissement n'était pas une punition, ni même un accident, mais une évolution? Et si la Terre, cette entité vivante, avait décidé de changer son propre rythme, d'entrer dans une nouvelle phase de son existence, et que nous, ses habitants, étions simplement des passagers dépassés par ce changement? C'était une idée folle, certes, mais pas plus folle que l'idée même d'une planète qui du jour au lendemain déciderait de freiner. Je suis resté là, dans le silence profond de cette nuit interminable, le cœur empli d'une anxiété mêlée d'une fascination sans bornes. Le monde ralentissait, et avec lui, ma propre perception de l'existence se transformait. Je n'étais plus un simple homme observant une anomalie, j'étais un fragment de conscience dérivant sur un vaisseau spatial qui s'immobilisait, le seul à en percevoir le grincement silencieux, le seul à en anticiper la destination finale. Le grand mystère du pourquoi persistait, mais un nouveau mystère, plus personnel et plus profond, commençait à émerger. Comment allais-je, moi, survivre à cette révélation? Et comment allais-je vivre dans ce monde qui s'étirait à l'infini avant de s'arrêter pour toujours? Moi, je savais, je me sentais seul, un prophète muet d'une apocalypse lente et élégante, terrifiante. Chaque jour était une expérience, une longue descente aux nuances infinies, et l'idée s'ancrait plus profondément. Ce n'était pas une fin, mais peut-être un début. Une dernière chance de voir, de comprendre. Mais quoi? Les jours continuaient de s'étirer, non pas linéairement, mais avec une accélération insidieuse de la décélération elle-même. Chaque aube, chaque crépuscule devenait une fresque mouvante, peinte avec une patience cosmique. Le soleil, autrefois un point d'arrivée ou de départ, était désormais un voyage. Il ne se contentait plus de monter ou de descendre, il traversait le ciel, un disque d'or massif et indifférent, dont la course paresseuse laissait derrière elle des traînées de lumière qui s'attardaient, se mêlaient et se refusaient à s'effacer. Les matins duraient des heures, des demi-journées, et la lumière, avant d'atteindre son zénith, baignait tout d'une clarté douce et éternelle, délavant les couleurs, estompant les contrastes. Puis venait le milieu du jour, une éternité de blancheur aveuglante, où les ombres se recroquevillaient sous les objets, petites et denses, comme des flaques d'encre jetées au sol. Et le soir, ah le soir, il n'était plus une fin de journée, mais un événement en soi, une transition monumentale. Le soleil entamait sa descente avec une lenteur si exquise qu'on pouvait le sentir glisser sur la voûte céleste. Les couleurs du couchant s'étiraient à l'infini, passant par des teintes que je n'avais jamais su exister, des oranges sanguins se fondant dans des roses poudrés, des violets profonds se mariant à des bleus électriques, chaque nuance tenant en suspens pendant des heures avant de céder la place à la suivante. On avait l'impression d'assister à la mort d'un dieu à chaque tombée de nuit, une mort lente, majestueuse,
dont l'agonie se prolongeait bien au-delà de ce que la mémoire humaine pouvait concevoir. Les gens, eux, s'adaptaient, ou du moins essayaient. La fatigue que j'avais ressentie au début était devenue une constante, une sorte de brume épaisse qui enveloppait la conscience collective. Les médecins parlaient de pandémie de troubles du sommeil, de fatigue chronique postmoderne, de l'impact des écrans et du stress urbain. Les médias relayaient ces explications, les amplifiaient, créant une réalité parallèle où la cause était toujours interne, jamais externe. On vendait des lampes de luminothérapie surpuissantes, des compléments alimentaires pour le sommeil, des applications de méditation sonore. Des coachs de rythme circadien fleurissaient, proposant des méthodes pour recalibrer son horloge interne, ignorant que c'était l'horloge du monde qui était déréglée. Les fuseaux horaires étaient devenus une farce. Comment maintenir une heure fixe quand le jour et la nuit eux-mêmes refusaient de se conformer? Les systèmes de transport international étaient en chaos. Les avions décollaient dans une lumière éternelle pour atterrir dans une nuit sans fin, ou inversement, selon le sens de la rotation ralentie. Les retards n'étaient plus des incidents, mais la norme. Les horaires de travail étaient devenus fluides, élastiques. Certaines entreprises optaient pour des journées de travail de 10, 12, puis 14 heures, arguant que, puisque le jour est plus long, autant en profiter. D'autres tentaient des cycles de 24 heures, basés sur la nouvelle durée du jour, créant des décalages bizarres entre les nations et au sein même des villes. Les enfants allaient à l'école sous un soleil de plomb qui ne se couchait jamais, ou rentraient chez eux dans l'obscurité qui s'éternisait. La nature, elle, ne se laissait pas tromper. Les oiseaux, ces maîtres de l'instinct, étaient désorientés. Leurs chants, autrefois réguliers, devenaient erratiques. Certains chantaient à minuit, d'autres se taisaient à l'aube. Les floraisons étaient perturbées, les migrations retardées ou inversées. Les marées, ces poumons océaniques, respiraient avec une lenteur nouvelle. Les plages s'exposant pendant des durées anormalement longues, révélant des paysages sous-marins inconnus, des fonds marins secrets qui n'avaient jamais vu la lumière de l'air. Puis l'eau revenait, avec une majesté lente, inéluctable, comme une nappe d'huile s'étirant sur le sable. Les bateaux devaient naviguer avec une prudence accrue, les ports s'adaptant à des cycles de marée qui pouvaient durer une semaine. Je passais mes journées à mon observatoire improvisé, ma table de cuisine, mon jardin, ma fenêtre. J'avais acheté un télescope plus puissant, des chronomètres atomiques, des capteurs de lumière. Je notais tout, chaque variation, chaque micro-changement. Le soleil ne s'arrêtait pas, il ralentissait. Et ce ralentissement, bien que doux, était implacable. Les journées avaient maintenant dépassé les 40 heures, bientôt 48. La vie sur Terre, telle que nous la connaissions, était en train d'être recalibrée à l'échelle cosmique. L'isolement ne me pesait plus de la même manière. Il était devenu une condition nécessaire, presque un privilège. Comment aurais-je pu expliquer à Madame Dubois que son chat ne miaulait plus à la même heure parce que l'inertie de la Terre s'affaiblissait? Comment aurais-je pu faire comprendre aux présentateurs télévisés que leurs reportages sur la fatigue collective étaient des symptômes d'une fin du monde élégamment dissimulée? Leur monde était une illusion de stabilité. La mienne était la vérité nue, froide, et pourtant étrangement belle. La beauté était devenue une chose étrange, une qualité ambivalente. Les cieux étaient d'une splendeur inédite. Les étoiles n'étaient plus des points scintillants, mais des diamants figés, des lanternes éternelles dans la nuit qui s'allongeait. Les aurores boréales, autrefois rares et fugaces, dansaient désormais pendant des jours entiers dans les régions polaires, des voiles de lumière irréels, comme si le cosmos lui-même se dénudait pour nous offrir un dernier spectacle. Mais cette beauté était celle d'un chant du cygne, d'une fleur éclose sur une tombe. Parfois, la nuit était si longue, si profonde, que les limites de ma propre conscience semblaient s'étirer avec elle. Je dormais par fragments, des rêves intenses, trop vifs, comme si mon esprit, libéré des contraintes du temps terrestre, explorait d'autres dimensions. Je rêvais de mondes sans rotation, de civilisations adaptées à l'immobilité, de créatures qui ne connaissaient ni l'aube ni le crépuscule. Et je me réveillais avec une sensation de clarté angoissante, comme si ces rêves étaient des aperçus de notre avenir, des échos d'une réalité qui s'approchait. Le silence aussi avait changé. Il n'était plus l'absence de bruit, mais une présence. Un silence lourd, profond, qui semblait absorber les sons, les étouffer. Les bruits lointains de la ville, le vrombissement des voitures, les sirènes, les voix, s'étiraient, devenaient des murmures spectraux, des échos fantomatiques d'un monde qui ralentissait. C'était comme si l'air lui-même était devenu plus dense,
plus visqueux, ralentissant la propagation des ondes sonores. Les feuilles qui froissaient au vent le faisaient avec une lenteur délibérée, chaque bruissement étant une note isolée dans une symphonie presque arrêtée. L'idée de l'arrêt complet me hantait. Pas un arrêt brusque, cataclysmique, mais une suspension douce, progressive, comme un mécanisme qui s'éteint sans à-coup. Que se passerait-il alors? La Terre serait-elle figée, un côté brûlé par un soleil fixe, l'autre plongé dans un froid éternel? Ou bien serait-ce une immobilité relative, une danse lente autour du soleil, où chaque point de la surface finirait par connaître les deux extrêmes? Le pourquoi restait une énigme abyssale. Était-ce une force inconnue, une anomalie quantique à l'échelle planétaire, ou la Terre elle-même, qui après des milliards d'années de danse frénétique, aspirait au repos? Je me sentais comme un scribe antique, consignant les dernières pages d'un livre millénaire, le témoin d'une transition que personne d'autre ne voulait ou ne pouvait voir. Et pourtant, cette solitude, cette charge, me donnait aussi une étrange liberté. La liberté de regarder, sans le filtre du déni, sans la hâte de la vie quotidienne. La liberté de contempler la majesté de ce qui était en train de se défaire, de se transformer. Les journées s'allongeaient maintenant bien au-delà de 2 cycles terrestres, dépassant les 60 heures. Les médias avaient finalement commencé à aborder la problématique du temps. Non pas la rotation de la Terre, bien sûr, mais la perception du temps, les décalages horaires exacerbés, la désynchronisation globale. Des conférences internationales se tenaient pour discuter de la réforme du calendrier, de la création d'un nouveau système horaire universel. Leur solution était des pansements sur une fracture tectonique. Ils essayaient de réécrire les règles du jeu, alors que le plateau de jeu lui-même était en train de s'incliner lentement vers le vide. Moi, je ne cherchais plus à convaincre. Je n'attendais plus que quelqu'un me croie. Mon rôle n'était pas d'être un prophète, mais un archiviste. Un œil attentif dans le grand silence. Je me demandais si, lorsque le mouvement s'arrêterait enfin, mon journal, mes calculs, mes observations auraient une quelconque valeur. Serait-il découvert par une humanité transformée ou par une autre intelligence venue d'ailleurs pour comprendre ce qui était arrivé à cette planète qui avait cessé de danser? Le crépuscule avait commencé il y a combien de temps déjà? 8 heures? 10? Le soleil était un disque rougeoyant, énorme, presque touchable à l'horizon, refusant de s'enfoncer. Ses rayons projetaient des ombres si longues, si étirées, qu'elles semblaient déformer la réalité, transformant les arbres en totems géants, les maisons en blocs monolithiques. Le monde était une toile de maître, figée dans une lumière éternelle, attendant le coup de pinceau final qui ne venait jamais. Et dans cette attente, je me sentais à la fois insignifiant et le centre de tout, le seul point de conscience dans un univers en mutation. La Terre ralentissait, et avec elle, mon cœur, ma respiration, mes pensées. Nous étions tous en train de prendre une profonde inspiration, une seule, interminable, avant d'expirer pour l'éternité. La décélération, cette danse élégante et terrifiante, a soudainement accéléré. Les jours de 60 heures n'étaient qu'un prélude, une lente respiration avant l'apnée. La Terre n'a pas ralenti pour s'arrêter en douceur. Elle a lutté, gémi, puis s'est figée dans un dernier sursaut de résistance. Ce n'était pas un arrêt progressif, mais une secousse finale, un claquement de fouet cosmique qui a projeté l'océan, les villes, les corps, tout ce qui n'était pas ancré, dans une furie vers l'Est. Le monde a vomi ses entrailles, les continents ont tressailli, les montagnes se sont effondrées sous la violence des vents et des eaux. J'ai survécu, par chance, par instinct, ou peut-être parce que le destin voulait que je sois le dernier témoin conscient de ce grand silence. Je me suis terré, ressentant les soubresauts du monde, le rugissement des éléments, le déchirement du tissu même de ma réalité. Quand je suis ressorti, les vents s'étaient apaisés, mais le soleil était immobile, figé, éternellement suspendu à l'horizon, comme un œil géant observant ma solitude. La Terre ne tourne plus, elle est un monument à la grandeur de son mouvement perdu. Les jours et les nuits n'existent plus qu'en un terminator permanent, une bande de crépuscule où la vie s'accroche, où l'air est respirable, où l'eau ne s'est pas évaporée sous un soleil brûlant, ou n'a pas gelé dans une nuit éternelle. Les radiations sont une menace constante, le champ magnétique s'est effondré, mais l'humanité, cette entité têtue, a trouvé des refuges, des grottes, des vallées protégées par la nouvelle topographie. Des communautés se sont formées, des scientifiques, des ingénieurs,
des survivants de toutes sortes, se sont unis pour bâtir des havres, des aubes dans ce monde statique. Des enfants sont nés, qui ne connaîtront jamais le ballet des étoiles, seulement leur fixité écrasante. Le pourquoi n'a plus d'importance. La Terre a choisi son destin. Le ce que cela révélerait est devenu une évidence. Cela a révélé la fragilité de notre existence, la puissance brute de notre planète et la résilience indomptable de l'esprit humain. Mon rôle d'archiviste silencieux est achevé. J'ai vu la fin d'un monde et l'aube d'un autre. Je contemple le soleil immobile, non plus avec terreur, mais avec une étrange sérénité. L'humanité a survécu, transformée à jamais. Le destin de la Terre est scellé, mais celui de l'humanité, dans cette nouvelle immobilité, ne fait que commencer. Et dans ce silence éternel, il y a une beauté nouvelle, une leçon apprise à jamais.